Dès 1940, avant même l'arrivée des Allemands, la France concentre ce qu'elle appelle les nomades. On savait qu'on allait mourir. Ma mère le disait souvent, on va mourir. Bon. On aurait dû nous tuer tous. On n'aurait pas tant souffert. Chacun a au moins un ancêtre qui a été interné ou assigné à résidence pendant la guerre. Promiscuité, froid, malnutrition, maladie sont le quotidien des quelques 668 nomades et forains qui seront internés dans les 30 cabanes que compte le camp. L'assignation à résidence appauvrit les nomades, les priva de moyens de subsistance et les plongea dans la famine. Ils jetaient les pluchures de poros et ils étaient un peu pourris. On les lavait, on les collait sur le poêle et puis on se faisait des chutes avec. François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans l'internement de milliers de tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce discours tant attendu ne qualifia pas la nature de la souffrance et évita soigneusement de parler du génocide. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. La France ne reconnaît pas le génocide de ce que certains appellent les tziganes. Je m'appelle Lise Foineau, je suis chargée de recherche en anthropologie. Avec le soutien du CNRS et plusieurs associations de défense de voyageurs, en particulier avec l'association Descendants d'internés de ma vie, nous venons de lancer un site internet collaboratif qui a pour but d'établir la liste des victimes françaises de la persécution des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, 80 ans après la libération des camps français, l'on ne sait toujours pas combien de Manouches, Roms, Sinti, Yéniches voyageurs ont été assignés à résidence, internés, déportés et assassinés en tant que nomades en France entre 1939 et 1946. Il n'existe ni liste mémorielle, ni livre mémorial, aucun compte des victimes, aucun recensement des lieux de persécution français. En France, au début du XXe siècle, il y a une très grande diversité de groupes romani et voyageurs dont les langues, les histoires et les façons d'habiter le monde sont très variées. L'État n'a eu de cesse de vouloir amalgamer ces personnes sous des catégories englobantes comme tziganes, bohémiens, romanichels. En 1912, la classification administrative de nomades est créée. Les députés de la Troisième République votèrent une loi sur les professions ambulantes et la circulation des nomades. Cette loi définissait les nomades comme des personnes, je cite, présentant le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, tziganes, ritanos. Les députés français choisirent le critère de la mobilité, donc le nomadisme, pour les identifier et masquer tout caractère racial. Dès 13 ans, les personnes nomades devaient être munies d'un carnet anthropométrique qu'elles avaient l'obligation de faire contrôler à chaque fois qu'elles arrivaient et qu'elles quittaient un lieu. En 1939, le ministère de l'Intérieur, qui avait constitué au fil du temps un fichier central des nomades, déclara détenir les fiches de 36 000 personnes. En regroupant et en classant ainsi dans la catégorie nomade des Roms, des Manouches, des Sinti, des Gitans, des Yéniches et des voyageurs qui voyageaient en France, la Troisième République a exercé sur eux un contrôle permanent et centralisé. Celui-ci a facilité les persécutions raciales et génocidaires de la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois après l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne nazie, mais avant que la France ne soit occupée, la Troisième République décréta le 6 avril 1940 l'interdiction de circulation des nomades et leur assignation à résidence ou leur internement. Elle se saisit alors d'un argument militaire. La circulation des nomades en temps de guerre aurait représenté un danger pour la sûreté nationale et leur assignation à résidence aurait été nécessaire pour la sécurité du pays. Pour donner une idée du contexte historique européen de cette décision, il faut savoir qu'en Allemagne nazie, les personnes classées comme Zigeuner, tziganes, étaient assignées à résidence et pour certaines internées depuis 1935. Et le monde politique français avait connaissance de cette information. Donc ce décret français d'avril 1940 a été la matrice d'une législation anti-tzigane au sens strict. Pour le dire simplement, la persécution des nomades en France commence
par ce décret républicain qui interdit la circulation et assigne à résidence. Puis, quelques mois après l'invasion nazie, le commandement militaire allemand ordonne le 4 octobre 1940 que les Zigeuner, les Tziganes, soient regroupés dans des camps d'internement surveillés par des gendarmes français. L'administration française de la collaboration traduit ici alors sciemment Zigeuner, Tzigane, par la catégorie administrative nomade et appliqua aux nomades les ordres raciaux allemands concernant les Zigeuner. Et le gouvernement de la collaboration, quant à lui, renchérit par la circulaire du 20 janvier 1941 qui rappelle l'obligation d'interner et d'assigner à résidence les nomades. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, les personnes classées comme nomades ont été assignées à résidence. Ce qui veut dire qu'elles n'avaient pas le droit de sortir de la commune qui leur avait été désignée, ni pour se ravitailler, ni pour travailler. Certains logeaient dans des roulottes, d'autres dans des bâtiments réquisitionnés, d'autres encore dans des tentes ou dans des abris de fortune. L'assignation à résidence appauvrit les nomades, les priva de moyens de subsistance et les plongea dans la famine. Parallèlement à l'assignation à résidence, a été mis en place un système d'enfermement. Entre 1939 et 1946, les nomades ont été internés dans plus d'une soixantaine de camps sur le territoire métropolitain. Dans certains cas, ils étaient regroupés avec d'autres persécutés dans des camps qui ne leur étaient pas exclusivement dédiés. Il y avait donc des nomades dans le camp de Rivesaltes ou dans celui de Poitiers. Certains sont passés par Compiègne ou Fort-Barreau. D'autres lieux leur étaient plus directement réservés, comme le camp de Montreuil-Bellay ou celui de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, respectivement dans le Maine-et-Loire et dans l'Yonne. Dans chacun de ces camps, les internés ont été soumis à du travail forcé. À l'intérieur, ils avaient en charge la gestion matérielle du camp ou la préparation des repas sous la supervision des gardes. À l'extérieur, les nomades ont été contraints de travailler dans des chantiers forestiers, à la construction de bâtiments et de barrages, dans des usines d'armement. Certains ont travaillé pour l'organisation TOT à la construction du mur de l'Atlantique. D'autres encore ont travaillé dans les usines Renault. Les camps français ont aussi été le théâtre de transferts forcés d'enfants. Les internés nomades se faisaient retirer leurs enfants qui étaient placés dans des œuvres à l'extérieur du camp. Ce fut le cas assez systématiquement dans le camp de Salier près d'Arles et dans le camp des Alliés près d'Angoulême. Des déportations vers les camps nazis eurent également lieu. Environ 1 million de personnes entre 1943 et 1944, si l'on prend en compte les déportations depuis le Nord et le Pas-de-Calais. Ce système d'enfermement a perduré après la fin de la guerre. Les derniers internés quittèrent le camp des Alliés le 1er juin 1946 et les assignés à résidence eurent le droit de reprendre la route seulement en juillet 1946. Pour donner une idée de l'état d'esprit politique de ce moment, qui est bien loin de l'euphorie de la libération, je peux citer le télégramme que le ministre de l'Intérieur envoie au préfet pour annoncer la levée des mesures d'enfermement des nomades en 1946. Il est écrit qu'il faut profiter de certains résultats heureux du décret du 6 avril 1940 qui avait donc assigné à résidence les nomades. Il écrit ensuite qu'il est important de conserver la stabilisation acquise de certains nomades, c'est-à-dire la sédentarisation forcée. Que les maires ont la possibilité d'interdire le stationnement des nomades sur le territoire de leur commune. Et pour finir, le ministre de l'Intérieur rappelle qu'il faut appliquer de nouveau avec sévérité la loi de 1912. Donc les nomades ont le droit de reprendre la route, mais seulement munis de leur carnet anthropométrique. On ne saurait donc parler d'une libération à proprement parler, mais seulement de la fin d'un cadre juridique du temps de guerre qui permettait de prendre des mesures d'exception. Pourtant, le gouvernement de la libération aurait pu être reconnaissant aux nomades. Ils furent nombreux à rejoindre la résistance et à participer à la libération de la France. Il y a un fait historique en particulier qui est largement ignoré. Certains groupes de maquisards mobilisèrent des nomades assignés à résidence, les convainquant de rejoindre leur rang. Pourquoi ? Parce que les maquisards savaient qu'ils avaient besoin de personnes habituées à la débrouillardise et que les voyageurs étaient plus démerdards que les autres, si vous me permettez le terme, et aussi que les voyageurs avaient des raisons puissantes de s'opposer au maréchal Pétain
et aux nazis. Cette participation à la résistance fut complètement ignorée par les autorités et les personnes classées comme nomades, qui demandèrent après-guerre la reconnaissance de leurs actions, virent leurs demandes presque systématiquement rejetées. Le ministère des Anciens Combattants répondait que les nomades étaient prêts à raconter n'importe quoi pour de l'argent. L'une des conséquences principales des persécutions est qu'il a été très difficile, sinon impossible, pour les anciennes internées et assignées à résidence, de reprendre le fil de leur métier et de retrouver des activités rémunératrices. Donc non seulement les nomades survivants sortent des camps français dans un état de santé pitoyable, ils ont eu faim et froid pendant 6 ans, ils ont été humiliés et détruits psychologiquement, mais en plus, ils ont perdu les moyens de vivre décemment. Beaucoup d'ailleurs n'arrivèrent pas à reprendre la route et se trouvèrent ainsi sédentarisés de fait. Donc on assiste à un processus double, la destruction physique, mais aussi l'élimination d'un monde. En conséquence, les personnes qui ont été internées et assignées en tant que nomades en France pendant la guerre sont nombreuses à mourir dans les années 1950 et 1960. C'est pourquoi, pour caractériser ces persécutions, je parle d'un génocide lent dont les effets perdurent bien après 1946. Les Roms, les Manouches, les Gitans, les Sintis, les voyageurs et les Yéniches qui voyageaient encore ont continué à être classés dans la catégorie nomade et soumis au contrôle incessant du carnet anthropométrique jusqu'en 1969. La loi de 1912 fut ensuite remplacée par une autre, également discriminante, qui imposait un carnet de circulation devant être visé par les forces de l'ordre tous les 3 mois. Ce fut le début de l'usage par l'administration française de la catégorie qui a encore cours aujourd'hui, celle des gens du voyage. La catégorie des gens du voyage regroupe là encore des personnes aux origines, aux langues, aux histoires très différentes. À vrai dire, ce qui les réunit le plus évidemment est une histoire traumatique commune, soit plus de 100 ans de persécution étatique. Chacun a au moins un ancêtre qui a été interné ou assigné à résidence pendant la guerre. Si les gouvernements français avaient souhaité reconnaître et réparer les violences génocidaires qui ont eu lieu en France pendant la Seconde Guerre mondiale, la première chose qu'il aurait fallu faire aurait été de constituer la liste des victimes afin de mesurer l'ampleur de la persécution. L'absence de liste exhaustive des victimes françaises de la persécution des nomades est en fait intimement liée au fait que l'immense majorité des survivants n'a jamais pu obtenir réparation des sévices subis, ni d'indemnisation des biens qui leur ont été pris. Donc je donnerai juste un exemple pour illustrer l'occultation délibérée des persécutions des nomades par les autorités politiques. Dans les années 1960, le père Fleury, un prêtre qui avait été aumônier dans le camp de Poitiers pendant la guerre, proposa de mettre en place une équipe qui aurait dû recenser partout en France les victimes et les lieux de persécution. Le président de la commission interministérielle pour l'étude des populations d'origine nomade, donc la personne qui avait en charge toutes les questions relatives aux nomades, s'opposa à l'entreprise. Et à la même période, cette personne répondit également à l'ambassadeur d'Allemagne fédérale qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les tziganes français. La position française officielle était donc on ne peut plus claire. Aucune persécution raciale n'avait eu lieu en France. Il a fallu attendre 2016 pour qu'un président de la République, en l'occurrence François Hollande, se rende enfin sur l'ancien camp de nomades de Montreuil-Bellay, où il déclara « La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. » Ce discours tant attendu ne qualifia pas la nature de la souffrance et évita soigneusement de parler du génocide. Pourtant, 70 ans plus tôt, lorsque le concept de génocide fut forgé par le juriste Raphaël Lemkin en 1943, il avait en tête le sort réservé aux Juifs et aux Polonais, mais aussi aux Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'oublie parfois, mais l'histoire du mot génocide est liée factuellement aux persécutions anti-tziganes.
Ce n'est qu'en 2015 que le Parlement européen a reconnu le génocide des Roms et des Sinti, invitant les États membres à faire de même. En 2024, la France n'a toujours pas suivi cette recommandation. La France ne reconnaît pas le génocide de ce que certains appellent les Tziganes. C'est pourquoi le mur des noms des assignés à résidence et des internés en tant que nomades en France entre 1939 et 1946, que nous lançons cette semaine, est devenu indispensable aujourd'hui. Les derniers survivants de ces persécutions n'ont plus le temps de patienter jusqu'à la reconnaissance officielle du génocide par l'État, même si celle-ci est évidemment très attendue. L'auto-organisation des survivants, des descendants d'internés et des chercheurs est finalement la façon que nous avons trouvée pour rendre hommage dès à présent à tous ces enfants, ces vieillards, ces femmes et ces hommes dont les vies ont été détruites il y a 80 ans.